Je vous propose, je vois 11h04 qu'on commence, si vous le voulez bien. C'est bon pour toi, Aurélie? C'est bon pour Bon, moi. super. Donc, les gens rejoindront le webinaire au fur et à mesure. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous traitons effectivement des aides régionales qui sont disponibles pour les acteurs du tourisme avec une section aujourd'hui spéciale hébergement. Le deuxième rendez-vous du CRT, c'est un nouveau programme que nous avons lancé cette année pour 2024 avec des sujets assez, donc, plus qui touchent un bon nombre de personnes. C'est suite à des demandes que nous avons eues de nos adhérents. Donc, vous pouvez retrouver les informations. Effectivement, on vous mettra le lien à la fin du webinaire sur notre site pro avec une douzaine de rendez-vous répartis sur toute l'année, ouverts aux adhérents. Bien sûr, toutes les personnes dans vos équipes sont les bienvenues en fonction des sujets. Donc, nous avons des sujets variés. Aujourd'hui, nous traitons des aides pour les hébergements. Nous aurons une prochaine session le 8 mars pour les sites et activités de visite, également avec les aides régionales. Et puis ensuite, des séries de webinaires autour de la promotion internationale avec les marchés européens, mais d'autres aussi d'opportunités ou autres. Donc voilà, pour l'introduction. Alors aujourd'hui, effectivement, sur le déroulé de cette session, nous allons pouvoir refaire un point sur la stratégie régionale et puis bien sûr les dispositifs d'accompagnement. Je vais tout de suite laisser la parole, puisque c'est notre intervenante du jour, donc à Aurélie Ingromo-Brossard de la région Nouvelle-Aquitaine, et je la laisse se présenter et je lui passe la main pour la suite du webinaire. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc Aurélien Gremaud, je travaille à la région Nouvelle-Aquitaine, je travaille à la direction du tourisme et je suis en charge du service qui s'appelle Transition économique et donc qui accompagne notamment les porteurs de projets ou les exploitants d'ores et déjà d'hébergement, de sites de visite et puis d'autres sites touristiques sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Donc aujourd'hui, on a souhaité concentrer un peu les interventions sur la partie hébergement, parce qu'il y a quand même pas mal d'accompagnement possible. Alors, je vais vous parler uniquement aujourd'hui des dispositifs régionaux qui peuvent accompagner les typologies d'hébergement qu'on va citer ensuite. Et puis, on reviendra sur une deuxième session, comme le disait Sandrine tout à l'heure, sur la partie site de visite, activités de loisirs, avec d'autres accompagnements possibles. L'idée aujourd'hui, c'était peut-être de pouvoir d'abord faire une première partie sur une approche globale, un contexte, histoire de reposer un peu les bases et vous expliquer pourquoi est-ce qu'on en est arrivé sur ces dispositifs d'intervention. Et puis après, on déroulera un petit peu les dispositifs les uns après les autres, les accompagnements possibles. Et vous pourrez bien sûr poser des questions au fil de l'eau. On va mettre des petites sessions à chaque fois, on va faire différents blocs. Alors, c'est pas parce que je remonte juste d'un cran. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais j'imagine que oui. On va faire une partie sur l'aide de conseil, puis les hébergements, puis la transition. Et à chaque fois, je vous propose de poser vos questions au fil de l'eau, soit sur des précisions que vous souhaitez avoir, ou soit sur des projets que vous avez en tête, en cours, ou une question un peu précise. Voilà. Donc, je vous propose qu'on commence sur le sujet du tourisme durable, puisque c'est quand même ce qui nous importe tous et ce qui est prégnant à nos yeux, à nos oreilles en permanence, de plus en plus en tout cas. Vous avez bien remarqué que ce sujet du tourisme durable se fait une cause à la fois régionale, mais aussi nationale et internationale, et avec un sujet qui revient régulièrement, qui est celle de l'empreinte carbone et des gaz à effet de serre qui sont liés au tourisme. Vous voyez, sur ce que le tourisme représente 11% aujourd'hui des gaz à effet de serre en France, et 3/4 de ces gaz à effet de serre proviennent du transport des touristes. Alors oui, bien sûr, principalement de l'avion, mais pas que de l'avion. Vous voyez qu'en dessous, pour ce qui est de nos touristes qui viennent en Nouvelle-Aquitaine, qui sont français bien sûr, 75% d'entre eux viennent en voiture. Donc on a encore un sacré effort sur la partie transport qui a un impact important sur ces retombées, en tout cas en termes de gaz à effet de serre. Donc il y a un sujet sur la mobilité, on en reparlera un petit peu après. Vous voyez aussi le sujet de l'identification des territoires comme un lieu de tourisme durable. Bon, vous connaissez peut-être pas entièrement la Nouvelle-Aquitaine, parce qu'elle est grande, c'est un territoire qui est très très grand, mais vous savez qu'on a des richesses importantes, que ce soit naturelles, mais aussi patrimoniales, etc. On a quand même des espaces qui sont préservés, une biodiversité qui est très large, et donc c'est vrai que ça donne de sacrés atouts pour notre territoire, pour notre destination, comme étant une destination de tourisme durable. Et quand il y a eu une interrogation, à contrario, peut-être de ce que pensent aujourd'hui les touristes dans leur idée de ce qu'est le tourisme durable et ce que peut être la Nouvelle-Aquitaine dans le tourisme durable,
Quand de l'autre côté, le CRT a mené une étude en 2021 sur le tourisme durable justement, il y avait une interrogation pour savoir un peu quels étaient les acteurs engagés sur ce sujet-là. Et on s'est rendu compte, vous voyez, 1119 acteurs se disaient engagés sur le tourisme durable, et ce qui ne représente que 1% de l'offre en 2021. Ça a certainement évolué depuis dans le bon sens, mais ça veut dire qu'il y a encore un sacré travail à mener. Et pour ça, en fait, c'est pas forcément un manque de volonté de la part des exploitants et des sites hébergement et sites de visite, hein. C'est aussi un besoin d'accompagnement nécessaire en ingénierie, en structuration, mais aussi en financement, puisqu'on sait que ce sujet-là a une part importante en termes d'investissement. On va le voir après, il y a quand même pas mal d'investissements à prévoir pour pouvoir changer un peu les typologies d'exploitation, les types d'énergie, etc., qu'il peut y avoir pour faire fonctionner un établissement touristique. Peut-être pour reprendre un peu la stratégie qui s'appuie, elle, sur des instances et puis des axes stratégiques là, qui ont été menés à la fois par la région, mais aussi par l'ensemble de ses partenaires. On reprend un petit peu depuis 2018. Je ne vais pas rester longtemps, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, dès 2018, l'idée sur le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs était d'engager la région sur une destination tourisme durable. Donc avec une volonté de pouvoir engager à la fois les acteurs privés, mais aussi les acteurs publics sur cette thématique-là, que ce soit en termes d'aménagement du territoire, mais aussi d'accompagnement des porteurs de projets. En 2019, une première feuille de route régionale qui s'appelle Neoterra, dont vous avez peut-être entendu parler. Vous avez le petit logo qui va bien en haut, là, si quelqu'un reconnaît cette image. Une feuille de route régionale qui impliquait transversale à la région, dans l'ensemble des services, mais en tout cas qui impliquait une nouvelle prise en compte de l'ensemble des transitions à la fois environnementales, mais aussi sociales, dans l'ensemble des politiques publiques régionales. Donc l'idée était bien de pouvoir emmener et engager l'ensemble des porteurs de projets que la région accompagne via ces dispositifs dans des sujets de transition. Et puis 2023, il y a eu un resserrement avec un Neoterra 2 fin 2023 qui a été voté par nos élus régionaux et qui implique une accélération sur ces transitions. Il faut passer la seconde, hein, c'est un peu ce qu'on a compris et ce qu'il est important d'entendre. Si on veut atteindre les objectifs qui ont été fixés, il faut aller un peu plus loin sur le tourisme durable, sur le développement durable de manière générale, et puis aussi la prise en compte de l'humain, du végétal et de l'animal dans l'ensemble des politiques régionales. J'ai parlé tout à l'heure de l'étude du CRT qui a été menée en 2021, qui était un point de départ ou en tout cas un point important pour faire une étape, un bilan sur là où nous en sommes aujourd'hui et vers où on peut aller et comment est-ce qu'on peut avancer tous ensemble. Et 2023, une feuille de route qui s'appelle Tourisme durable régional, qui a été construite avec pas mal de partenaires sur les territoires, sur une feuille de route de 2023-2030 dans un premier temps, avec un ensemble d'actions. Je ne vais pas m'amuser à les dérouler, mais en donner quelques items de mémoire. C'est 49 actions qui sont sur différentes priorités, différents axes, et qui veulent engager en fait l'ensemble des partenaires. L'idée, c'est pas que la région fasse pour vous. D'abord, on ne sera pas compétent et on n'est pas les mieux placés pour le faire, mais c'est bien vous sur le territoire, que vous soyez vous-même exploitant ou accompagnateur des porteurs de projets, d'engager l'ensemble de l'écosystème touristique sur ce sujet durable. Donc là, j'ai juste mis 2-3 points qui vont certainement vous parler et qui sont un peu prégnants et présents au quotidien dans nos questionnements, notamment les événements climatiques, hein. On a des sujets d'inondations dans la vallée pyrénéenne, on a des sujets d'incendies sur le bassin d'Arcachon, on a des sujets de sécheresse, on a des sujets de canicule, bref, voilà, vous connaissez tout ça très bien. Comment est-ce qu'on peut rassurer nos visiteurs? Comment est-ce qu'on peut les accompagner les accueillir de meilleure manière? C'est les premières questions qu'on se pose. On a le sujet des raréfactions des ressources, vous voyez, hein, les eaux, comment on fait encore du canoë par exemple sur la vallée de l'Aire quand il n'y a plus d'eau, comment on améliore la qualité des sols pour accueillir une biodiversité qui est nécessaire pour l'ensemble des activités de plein air, par exemple. On a des sujets de conflit d'usage entre habitants, exploitants agricoles, industrie, de manière générale l'économie, et puis également les visiteurs qui sont là de passage, souvent. Je disais tout à l'heure des investissements lourds, hein, c'est juste un ensemble de constats sur lesquels on va essayer de répondre après. Des investissements lourds, en effet, un hôtel qui souhaite s'engager sur du développement durable, sur un
changement de ses pratiques, un changement de son système d'énergie, de sa typologie d'accueil, ou refaire un peu toutes ses chambres. On sait qu'il y a un certain nombre d'investissements à prévoir qui sont souvent lourds et importants, qui peuvent être sur plusieurs années. Il y a déjà aussi des charges importantes d'exploitation du quotidien. Donc il y a ces sujets-là qui sont assez importants à garder en tête. Et puis un sujet qui est autour des modèles d'affaires. Quels sont les modèles économiques? Comment est-ce qu'on repense son modèle économique? Comment on revoit sa stratégie marketing pour répondre aux attentes des clientèles et pour s'adapter à cette offre qui doit changer, qui doit évoluer. Voilà. Donc c'est un petit peu, je vous mets un petit peu tout ça dans les mains en se disant, on garde un peu tous ces sujets et puis on va voir comment on peut répondre au fur et à mesure sur les thématiques qui peuvent accompagner vos projets ou vos porteurs de projets. Je vous propose qu'on rentre maintenant dans le détail. Si vous avez des questions, vous le faites à chaque sujet. On va commencer. Alors oui, je vous ai mis quand même un lien sur la feuille de route tourisme durable pour ceux que ça intéresse. Par contre, j'ai l'impression, Sandrine, que je n'ai pas accès à la conversation. Je ne peux rien mettre dedans. Alors, je ne sais pas si je le mets dans questions-réponses. Je vous ai préparé juste des petits liens histoire que vous puissiez les avoir au fur et à mesure. Mais bon, je pense que je mets dans questions-réponses puisque je ne sais pas où les mettre. Mais Bon. Les deux sont possibles. Conversation ou questions-réponses, c'est okay. valable pour les personnes qui veulent poser des questions et je serai vigilante, moi, à ce qui apparaît. Ça marche. Bon, je mets dans questions-réponses que conversation, c'est bloqué pour ma part. Voilà. Donc, je vous mets au fur et à mesure les liens que vous verrez. Tout ce qui est en bleu souligné, ça sera toujours de la même façon. C'est toujours à chaque fois, bon, je vous ai déjà parlé tout à l'heure, c'est toujours cliquable en fait et à chaque fois, donc là, comme vous n'avez pas accès au clic, je vous les mets à chaque fois dans la conversation. On va commencer par ce qui est aide au conseil. C'est vraiment un sujet préalable. Comment on peut accompagner des porteurs de projets qui ont soit l'idée d'une création d'activité, soit déjà un sujet en exploitation, enfin un établissement d'exploitation et en plus qui souhaitent travailler sur un autre projet d'investissement, une diversification, une extension, enfin bref, ça peut être différentes thématiques. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? La région peut accompagner financièrement sur ce sujet de l'aide au conseil via ce dispositif. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir financer, vous accompagner en tout cas le porteur de projet sur un financement pour de l'expertise préalable sur un projet qu'il porterait. On est sur des frais d'études, d'études de faisabilité, vous voyez, des études de marché, des études économiques, juridiques, tout ce qui va être aussi gouvernance, approche économique, approche juridique, enfin voilà, tous ces sujets-là, tout ce qui va être comment je positionne mon projet d'établissement sur un territoire, comment je vois si la diversification que j'imagine pour mon établissement est la bonne, est-ce que l'extension que j'imagine pour mon hôtel, c'est une bonne idée et combien de chambres et pourquoi et comment ça s'inscrit dans le marché local. Voilà, tous ces sujets-là, ça peut être accompagné par la région. Pour les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, les entreprises, les associations, vous voyez. Et à chaque fois, alors je vous le dis une première fois, mais vous allez le revoir régulièrement, la région n'accompagne pas du tout les SCI. Donc les SCI ne sont jamais accompagnés. Donc si vous êtes une SCI, c'est compliqué. Les entreprises individuelles et les indivisions. Ça, voilà, à chaque fois, vous allez le retrouver. Donc je le dirai là, mais je leur dirai, enfin ça sera indiqué, mais je leur dirai peut-être pas à chaque fois. Mais voilà, en tout cas, sur les maîtres d'ouvrage publics et privés. Et donc sur les accompagnements, nous sommes là sur une typologie sous forme de subvention, donc une subvention de 50% maximum pour les acteurs privés. Donc, alors oui, on aime bien calculer de manière compliquée à la région. Donc, une subvention de 50% sur des dépenses de 30 000 €. Donc, il faut faire le petit calcul. Donc, ça veut dire que c'est une subvention maximale de 15 000 € pour les privés. Et pour les publics, c'est un accompagnement sur des dépenses de 100 000 € maximum, donc une aide publique de 50 000 maximum. Voilà, chaque fois, vous amuserez à faire le petit calcul. Parfois, j'ai dû quand même le faire pour vous, mais voilà. Donc, le sujet des aides au conseil, c'est souvent un préalable assez intéressant, notamment sur une implantation. Une implantation d'activité, ça peut être plutôt intéressant de pouvoir conforter son idée, de pouvoir avoir une étude de marché, de pouvoir vérifier que le projet que vous avez est cohérent par rapport au territoire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions d'ores et déjà? Je n'en vois pas en tout cas. De mon côté, je te propose de continuer. Ça marche. J'ai mis les liens dans le sujet questions-réponses. Je ne sais pas si tout le monde y a accès.
Tout le monde, voilà, tout le monde le voit, d'accord. Donc au fur et à mesure, voilà, vous prendrez le lien, sachant qu'à chaque fois, ces petits liens bleus, ça correspond à ce qu'on appelle le guide des aides en ligne. La région Nouvelle-Aquitaine a sur son site internet un guide des aides en ligne. Toutes les aides de la région sont répertoriées dessus. Donc ici, je me suis juste amusée à vous mettre les liens directs. Mais si vous ne pouvez pas cliquer pour une raison ou pour une autre, il suffit d'aller dans le guide des aides, vous marquez aide au conseil, vous tomberez de la même manière sur le sujet. À chaque fois, ce sera la même chose, vous le retrouverez facilement. Voilà. Je vous propose qu'on aille directement dans notre sujet hébergement. Et donc là, on a une panoplie, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais on accompagne un certain nombre de types d'hébergement sur leur sujet d'exploitation, en tout cas sur les investissements qu'ils vont mener, en commençant peut-être par l'hôtellerie. Donc l'hôtellerie, le sujet de l'hôtellerie indépendante, la région accompagne les hôtels indépendants qui seront classés 2 à 5 étoiles après travaux. Ça veut dire qu'un hôtel qui serait non classé ou 1 étoile au démarrage et qui, après travaux, prévoit un 2 étoiles minimum, peut entrer dans notre dispositif. On accompagne des entreprises, des associations, ça arrive, des collectivités aussi, certaines exploitent des hôtels, des établissements publics, pourquoi pas. Donc toujours hors SCI, hors entreprise individuelle, hein, je vous disais tout à l'heure. Et par contre, un point important, on est bien sur de l'hôtellerie indépendante, donc toujours hors chaîne intégrée et hors franchise. C'est un point important. Les chaînes volontaires, c'est tout à fait possible, mais pas les chaînes intégrées, ni les chaînes, ni les franchises. Voilà. Sur les typologies d'accompagnement, on accompagne de l'investissement, donc des investissements qui sont liés à cet hôtel, donc sur les chambres et sur les espaces communs, la salle de petit déjeuner, le couloir, l'accueil, la partie, je ne sais pas, salle de séminaire, la partie voilà, espace bien-être, espace salle de sport, etc., etc. Voilà. Tout ce qui va être lié à un espace d'accueil pour tout le monde. Les travaux, vous voyez, peuvent correspondre à des travaux d'investissement intérieur ou extérieur, de l'isolation, du chauffage, des sanitaires, du mobilier, des sols, des peintures, enfin voilà, tout ce qui peut être second œuvre, pas de souci. Tout ce qui est lié aux économies d'énergie, bien sûr, les équipements, je disais tout à l'heure, le mobilier, donc le matelas, les matelas, les sommiers, etc., mais aussi les bureaux, mais aussi les TV dans les chambres, enfin voilà, ces éléments-là. Toute la partie diversification, je disais tout à l'heure, bien-être, salle de séminaire. Si l'hôtel n'en a pas encore et qu'elle souhaite en disposer, c'est tout à fait possible de prévoir ça dans ses investissements, dans le cadre d'un projet global. Et puis également, le sujet des hébergements pour les saisonniers. Si l'hôtel souhaite réserver une partie de son établissement ou construire ou élargir, en tout cas une partie de son établissement pour accueillir des saisonniers sur la limite de 9 lits maximum, il est tout à fait possible d'intégrer ces dépenses dans le projet global. Et donc, c'est des dépenses qui sont éligibles à la subvention régionale. Je dis 9 lits parce qu'en fait, après, on a un autre appel à projet qui va ressortir bientôt et qui accompagne les projets d'hébergement saisonnier, précisément, à partir de 10 lits. Donc voilà, c'est pas parce que vous avez 10 lits que c'est plus possible d'être accompagné, ce sera sur un autre dispositif. Voilà. Les accompagnements ici sont sous forme de subvention. Vous voyez qu'il faut un minimum de travaux de 50 000 €. C'est pour ça qu'on parle d'un projet global d'investissement. On n'est vraiment pas chambre par chambre, on est plutôt sur un projet un peu plus ample, qui peut être réalisé sur 2 années, hein, il n'y a pas de souci. Les travaux peuvent être sur 1, 2 ou 3 saisons, il n'y a pas de problème, saison hivernale par exemple, ou autre, c'est tout à fait possible. Les subventions montent entre 15 et 25% sur des dépenses qui sont plafonnées à 400 000 €. Et donc, vous voyez, c'est une subvention maximale de 100 000 €. Donc, on parle de 15 à 25%. Ça se rapporte en fait au sujet qu'on est juste au-dessus. Le porteur de projet s'engage à intégrer une démarche de progrès en matière environnementale et sociétale. Et en fonction du niveau d'implication, du niveau d'engagement d'entreprise, ce sera l'instruction que le 15, 20 ou 25% sera proposé pour le projet qui est proposé. Donc, cette histoire de 15 à 25% pour 400 000 €, on est bien sur des projets qui sont hors littoral et hors Bordeaux métropole, qui eux ont un accompagnement un petit peu différent, puisqu'on en est toujours 15 à 25%, mais pour des dépenses plafonnées à 300 000 €, donc avec une aide maximale de 75 000 €, donc si on est en littoral ou en métropole. Et là, vous voyez que les dépenses sont un petit peu différentes sur ces territoires-là, qui sont déjà souvent bien équipés, et là, on accompagne uniquement les dépenses qui sont liées aux chambres et aux espaces communs. C'est bon pour vous? Sur l'hôtellerie de plein air, j'allais dire un petit peu la même approche. L'hôtellerie de plein air, l'accompagnement se fait sur les campings de tourisme, donc pas de camping de loisirs et pas d'air naturel, mais les campings de tourisme qui sont indépendants. Donc ça veut dire que là aussi, hein, pas de franchise et pas de chaîne intégrée. On est là, la chaîne volontaire peut être acceptée, bien sûr, et on est sur des établissements qui sont classés 3 à 5 étoiles après travaux sur la partie camping. Les bénéficiaires sont les mêmes que tout à l'heure, donc les
entreprises, associations, les collectivités, établissements publics, et toujours la même exclusion, je vous disais, hein, SCI, entreprises individuelles, indivision, c'est la même chose. Là également, un point important, les PRL, les parcs résidentiels de loisirs, ne sont pas éligibles. On accompagne bien les campings de tourisme indépendant. Un point important, voilà. Et sur les dépenses, ici, les dépenses sont un peu du même ordre, même si on n'a pas la même typologie d'investissement, mais on est vraiment sur un projet global de développement du camping, donc avec un bouquet de travaux, donc plusieurs travaux au choix, quels qu'ils soient, qui peuvent porter à la fois, vous voyez, sur les emplacements, sur la réception, les blocs sanitaires, les zones de loisirs, les espaces, les cheminements, les espaces verts, voilà, tout ce qui peut être lié à l'accueil dans un camping peuvent être éligibles sur le sujet des investissements possibles. Les équipements également, si vous avez des équipements, notamment en termes de loisirs par exemple, voilà, c'est tout à fait possible de les intégrer ici. Là aussi, les travaux minimum de 50 000 € aussi, donc ça implique donc un certain, d'où l'idée du bouquet de travaux, hein, d'avoir des travaux conséquents. On peut le faire sur plusieurs années là aussi, ça peut être phasé, on peut avoir un projet global qu'on fasse sur plusieurs années. Et donc l'exclusion, c'est tout à l'heure, j'ai peut-être pas dit les exclusions, on est toujours sur la même chose, hein. Dès lors que les travaux ou les matériaux sont achetés et sont faits en régie, ce n'est pas éligible. Et puis la partie assainissement, puisque l'assainissement n'est pas une compétence régionale, donc voilà, on ne peut pas accompagner ce sujet-là qui ne nous va pas. Voilà. Les subventions, même principe que tout à l'heure. Pour tout ce qui est hors littoral, nous sommes à 15 à 25% en fonction de l'engagement, comme tout à l'heure, de l'engagement du porteur de projet en matière de développement durable. Donc 15 à 25% de dépenses plafonnées à 400 000 € avec une subvention maximale de 100 000 €. Et puis sur le littoral, les communes qui sont littorales, les typologies de dépenses sont un petit peu différentes. On est vraiment que sur la partie accueil sanitaire, vous voyez, les salles, le paysagement, les emplacements et l'aire de camping-car éventuellement qui serait dans le camping. Et donc 15 à 25% toujours, mais des dépenses plafonnées à 300 000 €, donc 75 000. C'est un peu la même approche que tout à l'heure, hein. On est à peu près sur le même sujet. Je ne vous ai pas mis le lien. Je prends juste un instant pour vous donner les deux liens. Après, je ne sais pas s'il y avait. J'ai cru voir Il y a une des question. questions, Ouais, j'ai oui, cru voir une absolument. question. Donc, il y a Isabelle de Crest Tourisme. Il y a deux éléments par rapport aux critères. Je laisse Isabelle préciser sa demande. Critères d'appréciation pour le taux applicable. Pardon. Oui. Bonjour. Oui, comme le taux varie de 15 à 25, comment on peut savoir qui va être à 15, qui va être à 20, qui va être à 25 quels sont les critères, qui décide, voilà. Alors en fait, je vous disais tout à l'heure, c'est en fonction de l'engagement de l'entreprise. Et donc en fait, c'est lors de l'instruction, ce sont les chargés de mission de la direction qui instruisent vos dossiers et sur lesquels on a des règlements internes. On a travaillé en interne sur un outil qui nous permet d'attribuer. Donc en fonction de différents critères, ce sera 15, 20 ou 25%, notamment aujourd'hui. Et donc ces critères sont en train d'un peu d'évoluer, mais c'est lié de la labellisation. Est-ce que l'établissement hôtelier ou camping, puisqu'on est sur ces deux sujets-là, est labellisé et écolabel européen, clé verte, etc., sur les sites de visite NF Environnement, par exemple. Et puis ça, c'est un des premiers sujets qui peuvent apporter une modulation de l'aide de 5%. Et puis on a un autre sujet qui est sur la création d'emplois. Dès lors qu'il y a de la création d'emplois, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien sur le sujet RSE et approche sociétale, avec une modulation aussi de l'aide de 5%. Donc, ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui a un label, il va passer à 20, plus une création d'emploi sera 25. Enfin, il aura les deux. Par exemple, oui. Voilà, c'est lors de l'instruction que ça se fait, mais ça fait partie des critères que l'on regarde. Oui, exactement. D'accord. Et j'avais une deuxième question que j'ai mis dans le chat. Oui. Sur le camping, vous n'avez pas parlé des locatifs. Il me semble que les locatifs chalets mobil-home ne sont aidés que quand il n'y en a pas pour un camping qui veut en mettre, et que par exemple un camping qui voudrait soit renouveler son parc, soit ajouter des nouveaux locatifs, donc il n'est pas éligible. Est-ce que vous pouvez préciser ça? C'est exactement ça. Alors, c'est vrai que je ne suis pas rentrée dans les détails, mais on peut, il n'y a pas de souci. Sur les locatifs, ça fait partie des dépenses qui sont inéligibles pour nous. L'ensemble des locatifs est inéligible, sauf, et vous avez raison, lorsque le camping n'a pas encore de locatif, s'il souhaiterait justement soit élargir sa période d'ouverture, tenter cette diversification sur du locatif, la région pourrait intégrer dans le bouquet des dépenses éligibles 5 locatifs maximum qui ne sont pas justement des mobil-homes, qui sont des établissements, enfin qui sont des
HLL, hein, on sera plutôt sur du HLL, mais ou du mobil-home isolé ou du mobil-home 4 saisons si c'est vraiment ça. Mais l'idée, c'est d'avoir un module, en tout cas quelque chose qui soit cohérent avec les enjeux environnementaux. D'accord, merci. Et uniquement sur le hors littoral. Sur le littoral, les locatifs ne sont pas du tout éligibles, même s'il n'y en avait pas du tout. D'accord, ok, merci. Merci. On a une autre question de Karine Ochoa par rapport aux aides à l'hôtellerie, savoir si c'est également valable pour les hôtels qui appartiennent à des groupes hôteliers. Alors, ça dépend ce qu'on appelle un groupe hôtelier, mais si on est sur un groupe hôtelier qui, alors le plus simple, hein, le Accor par exemple, c'est pas possible. Voilà, donc si on est sur un Novotel ou un Ibis, ça ne fonctionnera pas. Par contre, on a des chaînes volontaires qui sont associées à des groupes indépendants. Alors, je pense au groupe, enfin, c'est un groupe commercial qui s'appelle The Originals, que vous connaissez certainement, mais qui est une chaîne volontaire. Donc ça, par exemple, c'est tout à fait possible puisque chaque hôtel est indépendant, mais appartient pour sa commercialisation au groupe hôtelier The Originals, voilà, mais il n'est pas dans cette franchise, dans ce groupe-là. Donc ça va dépendre vraiment de la typologie du groupe auquel vous pensez. Certains sont vraiment sur de l'approche commerciale et donc c'est plutôt de ce qu'on appelle de la chaîne volontaire, et d'autres sont des chaînes intégrées type Accor, et donc là c'est pas possible. Voilà. Ça va vraiment dépendre de la typologie de l'hôtel et puis du rapprochement avec son groupe hôtelier. Merci Aurélie. S'il n'y a pas d'autres questions, je te laisse poursuivre. Pour l'instant, ça marche. On refera un point continue tout à l'heure. Donc on a été sur le sujet des campings et donc je vous propose qu'on passe aux meublés de tourisme. Alors la région accompagne également les meublés de tourisme. Alors je ne vous cache pas que c'est un sujet qui a été retravaillé assez fortement sur l'année 2023 au regard de la feuille de route tourisme durable, au regard également de Néoterra, de la feuille de route Néoterra 2, ce sujet des meublés de tourisme et puis de l'actualité que vous connaissez tous particulièrement sur les tensions en logement pour les habitants, comment est-ce qu'on fait voilà, entre des meublés qui peuvent parfois occuper beaucoup d'espace et puis des hébergements des logements pour les habitants qui ne sont plus disponibles. Et donc le choix de nos élus régionaux a été le suivant, a été d'accompagner, on accompagne toujours les meublés de tourisme, mais uniquement des plus grandes capacités, donc des meublés qui auraient une capacité de plus de 10 personnes. Et le point important, il est ici, il est le où. Nous n'accompagnons des meublés de tourisme qui ne sont pas sur des zones en carence, enfin qui sont sur des zones en carence d'hébergement touristique. Donc s'il y a d'autres hébergements touristiques, donc là c'est un travail qui se fait en local avec à la fois l'ADT mais aussi l'office de tourisme de référence. On vérifie avec eux cette carence ou pas. S'il y a d'autres hébergements touristiques, qu'ils soient aussi en meublé de tourisme ou en hôtel, etc., l'idée n'est pas d'aller concurrencer de l'offre hôtelière, par exemple, mais c'est bien d'être complémentaire s'il y en a besoin sur un territoire. Ça, c'est le premier sujet, besoin d'un territoire en carence. Et puis le deuxième sujet, c'est celui de la tension des logements dont je parlais. Il existe une cartographie nationale sur le zonage des communes avec des zones A, B1, B2 et C qui existent. Et donc le choix était de se porter uniquement sur les zones C en fait. La région n'accompagne pas les projets qui seraient en zone A, donc zone A ça ne correspond pas, hein, c'est la zone parisienne. Zone B1, zone B2, on en a encore, on est sur sur des agglomérations et sur une frange littorale, une grande partie de la frange littorale. Donc ça veut dire que tous ces territoires-là ne sont pas éligibles pour les meublés de tourisme de plus de 10 personnes. Je vais vous remettre aussi dans la conversation, comme ça vous aurez accès à ces fameux sujets. Vous retrouverez la cartographie et puis vous pouvez mettre le nom de la commune qui vous concerne ou qui concerne votre porteur de projet et vous vérifiez tout de suite si c'est ABC. Et donc la région n'accompagne que les zones C. Voilà, donc sur le sujet des meublés de tourisme, un dernier point, c'est celui de la création. On n'est pas sur de la modernisation de meublés déjà existants. Donc, si on est sur de la modernisation, ce n'est pas éligible pour nous. Donc, vous voyez qu'on a quand même resserré assez fortement le sujet, uniquement de la création d'une nouvelle activité de meublé de plus de 10 personnes, qui sera classée 3 étoiles minimum après travaux, qui est dans un bâtiment de caractère, donc on ne part pas sur une construction neuve, et qui sera commercialisée en une seule unité. Puisqu'on a eu des questionnements sur si je fais 2 gîtes de 6 avec une porte communicante, est-ce que ça marche? De 6 personnes avec une porte communicante, est-ce que ça marche? Non, ça ne fonctionne pas. Même si ça fait 12 au total, non. On est bien sur un établissement pour 12 personnes, 10 personnes minimum dans ce meublé de tourisme. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que ça a pas mal bougé pour 2023 pour ceux qui connaissaient déjà notre dispositif. Donc voilà, en 2023, on a retravaillé un petit peu ce sujet-là. Les personnes éligibles, en tout cas les entreprises, on voyait toujours les hors SCI, hors entreprises, entreprises individuelles, la division, toujours la même. On accompagne les entreprises, les associations, les collectivités, établissements publics, toujours la même cible. Et puis les exclusions sont les mêmes que tout à l'heure. Les matériaux et travaux réalisés en régie, et puis les piscines également.
Une petite question, pardon. D'accord. Je t'ai coupé, je ne sais pas si tu avais fini sur ce sujet-là. C'était par rapport aux indicateurs. Je te laisse juger de la réponse maintenant ou plus tard sur les indicateurs pour juger la carence. Oui, hop, pardon, je vous envoie tout de suite ça. Alors je regarde parce que c'est pas au même endroit, les questions, elles arrivent ailleurs. Les indicateurs pour juger de la carence. Alors en fait, les indicateurs, on est donc c'est à la fois, enfin les chargés de mission de la direction qui instruisent les dossiers sur les meublés de tourisme se rapprochent à chaque fois de l'office de tourisme et ou de l'ADT pour connaître la capacité en fait en hébergement sur un territoire donné et donc estimer sur le sujet s'il y a carence ou pas de l'offre. Donc à la fois au regard de l'offre en hébergement hôtelier, en hébergement camping, même si s'il y a du locatif, hein, si on est sur l'emplacement nu, c'est pas tout à fait pareil en termes de concurrence qu'un meublé. Et puis après, sur les autres typologies, s'il y a de l'hébergement collectif, du village vacances, etc. Donc c'est vraiment en fonction de l'offre globale d'hébergement sur un territoire donné que se fait ce sujet de carence en hébergement. Et donc en dessous, un porteur de projet qui a déjà un ou des hébergements qui veut créer un nouveau gîte de 10 personnes est-il éligible? Alors, j'allais dire oui et non. Si c'est une nouvelle activité, enfin si c'est une nouvelle société, qui se crée pour gérer cette exploitation et donc qui n'a rien à voir avec les autres hébergements, oui, puisqu'on accompagne un porteur de projet qui crée son activité et qui n'a jamais eu d'hébergement. Par contre, si c'est la même entreprise qui, se diversifie, qui refait d'autres ou qui élargit son offre et qui, refait d'autres hébergements, non, puisqu'il a déjà des activités de meublé de tourisme. Je ne sais pas si c'est clair? Mais voilà, oui, l'idée, c'est vraiment Oui, oui, d'être sur c'est une bon. création. Voilà, sur une C'est création clair. d'activité. Et donc, ce qui fonctionne aussi, par contre, quand je dis création, oui, on est bien sur une création d'activité. Par contre, elle peut être adossée à une autre activité qui ne serait pas du tourisme. Je pense notamment aux agriculteurs, aux viticulteurs qui souhaiteraient créer un meublé de tourisme. Dans le cadre de leur exploitation agricole, ils ont bien une exploitation agricole, ils peuvent adosser cet hébergement touristique sur cette exploitation. Si on est sur une première création, il n'y a pas de souci. Voilà, pas de problème là-dessus. Continue, je pense. On est sur un sujet, on va rentrer dans des sujets un peu plus pointus sur les 2 prochains. C'est le gîte d'étape en zone massif. Donc là, on est vraiment en zone de montagne. C'est un peu plus particulier. Ça ressemble sur le principe à aux meublés. En tout cas, le dispositif ressemble fortement aux meublés. La région accompagne les gîtes d'étape sur la création. Quand c'est un porteur de projet, porteur de public, c'est ça peut être aussi la modernisation de la restructuration de ce fameux gîte d'étape. On est bien sur de la zone massive, donc toute la zone montagne qui existe, que ce soit côté Massif central ou côté Pyrénées, mais qui sont commercialisés ici à la nuitée, puisqu'on est bien sur du gîte d'étape qui sert principalement aux randonneurs, équestres, pédestres, cyclistes, etc. Les typologies d'accompagnement, toujours pour les cibles entreprises, associations, collectivités, ça n'a pas changé comme tout à l'heure. Et puis là, sur le où, donc on doit forcément être en zone massif, à proximité d'un itinéraire de randonnée, donc quelle que soit la typologie de la randonnée. Voilà, c'est un point important. Et puis toujours notre histoire de zonage AB, ABC, là, voilà, avec uniquement les zones C qui sont éligibles. Hein. Les A, B1 et B2 sont inéligibles. Donc c'est un point important sur cette histoire de zone massif. En fait, l'idée, c'était de pouvoir renforcer l'offre d'hébergement à la nuitée sur les zones de randonnée, et notamment sur les zones en milieu montagnard, sur du complément d'activité pour au-delà du pastoralisme, etc., d'avoir du complément d'activité sur ces zones-là. Et les typologies d'hébergement sont les mêmes que tout à l'heure. On est sur les travaux intérieurs, extérieurs. Sur le mobilier, c'est vraiment la même chose avec le montant minimum de 50 000 €. La même typologie de subvention, 15 à 25 % avec des dépenses plafonnées à 150 000 € avec 37 500 € maximum pour ce gîte d'étape. Voilà. C'est les mêmes aides, mais voilà, la typologie est un petit peu différente puisqu'on n'a pas le même type d'offre. Sur celui-ci et puis j'enchaîne peut-être sur le deuxième qui ressemble, c'est un cousin lointain, même si on n'est pas sur les mêmes montants. Le sujet des refuges de montagne, donc là, en refuge de montagne, on a donc des typologies d'hébergement. Donc ah oui, tout à l'heure aussi, comme je n'ai pas précisé ici, on ne demande pas de classement puisque les gîtes d'étape ne peuvent pas être classés. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas retrouvé l'histoire des 3 étoiles qu'on retrouvait tout à l'heure. Donc ça, c'est une chose qui diffère, mais les gîtes d'étape ne peuvent pas être classés. Sur les refuges de montagne, c'est un peu le même principe. On est ici sur de la modernisation ou de la réhabilitation des refuges de montagne. Donc c'est un point quand même assez anecdotique puisqu'il y en a, j'ai plus en tête, mais moins d'une dizaine en Nouvelle-Aquitaine, donc c'est vraiment peu. Là, ce sont des entreprises, des associations ou des collectivités qui portent les projets.
Et donc, ces investissements portent sur de l'intérieur, de l'extérieur. Vous voyez, tout ce qui est confort, chauffage, isolation, le traitement paysager, souvent qui est important sur ces espaces-là. Le sujet des économies d'énergie, puisqu'on a à la fois de l'usage principalement en été, mais on peut en avoir aussi en hiver. Donc, on a besoin de ces sujets-là. Et puis, sur la subvention, vous voyez qu'elle est un peu différente, puisqu'elle va jusqu'à 25% maximum pour des dépenses qui sont plafonnées à 4 millions d'euros, donc avec un 1 million d'euros maximum de subvention, puisqu'on est sur des très grosses dépenses, des gros projets sur ces typologies d'hébergement. Voilà. Je vous remets dans la conversation aussi, même si c'est un peu plus anecdotique sur celui-ci. Hop. Et le sujet suivant, peut-être, je vois qu'Isabelle Matous est là. Isabelle Matous, elle travaille à la direction tourisme avec nous, elle est référente du tourisme social et le prochain sujet, c'est le tourisme social. Donc je ne sais pas si tu veux le présenter ou pas, Isabelle, mais sinon je le fais, il n'y a pas de souci, comme tu préfères. Je te laisse continuer, Aurélie. Ça marche. Bonjour à tous, et puis je compléterai si tu le souhaites. Pas de souci, merci. Donc voilà, Isabelle qui est là, c'est elle, si jamais vous avez des projets sur les hébergements du tourisme social, c'est elle qui va instruire les dossiers, c'est elle qui sera votre référent. Donc c'est bien ce que vous l'avez de visu. Donc les hébergements du tourisme social, les dispositifs régionaux accompagnent la création, la modernisation, l'extension ou la diversification des activités des hébergements issus du tourisme social et solidaire, qu'ils soient des villages vacances à caractère social, des auberges de jeunesse, des centres de vacances ou des centres internationaux de séjour. Les maîtres d'ouvrage, donc vous voyez, publics et privés, donc souvent ils doivent être issus de l'ESS, donc on est souvent sur du format associatif ici, et donc là encore hors SCI. Les dépenses qui sont éligibles, du gros œuvre et du second œuvre, la partie hébergement bien sûr, le cœur du sujet, mais aussi tous les espaces collectifs, la partie restauration et la partie loisirs intérieur ou extérieur. Tous les éléments vous voyez, intégrés, donc la partie chauffage, isolation sanitaire, le mobilier également, qui peut parfois être lourd dans ces établissements, grands établissements, la partie extérieure, paysagère, et puis tous les sujets d'économie d'énergie peuvent être aussi intégrés dans la base des dépenses qui sont proposées dans le dossier. La même chose ici, le porteur de projet s'engage aussi à intégrer une démarche de progrès. Les montants de travaux, toujours pareil, toujours à 50 000 € minimum, mais ça dépasse largement très très souvent. Et puis des accompagnements qui sont différenciés en fonction de la typologie d'hébergement. Vous voyez, pour les villages de vacances, les auberges de jeunesse et les centres internationaux de séjour, nous sommes sur des subventions qui vont jusqu'à 25%, pour des dépenses qui sont plafonnées à 1 million d'euros, donc une subvention de 250 000 € maximum pour ces trois typologies-là. Et puis pour le second sujet, la deuxième partie, les centres de vacances, donc qui accueillent exclusivement des enfants, et tous les projets de diversification. Quand on est sur un projet de diversification pour les typologies ci-dessus, on est sur des subventions de 25% avec des dépenses plafonnées à 500 000 €, et donc 125 000 maximum de subventions. Voilà. Là, vous avez, il n'y a pas de nécessité de classement. Vous voyez les photos qui sont ici, c'est de l'illustration. Il n'y a pas d'histoire de 3 étoiles, 4 étoiles, machin. Il n'y a pas de sujet de classement sur cette typologie-là. Est-ce qu'il y a des choses, je ne sais pas, d'abord, est-ce que vous avez des questions sur cet item? Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait. Nous avons 2 questions, effectivement. Première, c'est l'articulation avec le Fonds tourisme durable de l'ADEME. D'accord. Et la deuxième, c'est sur les hébergements à la nuitée. C'était le projet itinéraire vélo qui devait être lancé en 2023, qui a été reporté ou ajourné. D'accord. Alors sur le premier, sur le fonds tourisme durable, les subventions régionales sont complémentaires au fonds tourisme durable. Donc elles se font en complément. Nous n'allons pas sur les mêmes assiettes de dépenses. Donc ça, c'est un point important. Les chargés de mission tourisme à la direction tourisme de la région, et puis les chargés de suivi du fonds tourisme durable, généralement se mettent en contact sur les typologies de projets. On est bien sur des assiettes différentes. Donc, c'est des accompagnements, des financements qui peuvent être complémentaires. C'est pas l'un exclut l'autre. Ça peut être en supplément. Mais par contre, pas sur les mêmes dépenses. Donc, ça, c'est le premier point. Et le second point, sur l'appel à projet sur les hébergements. Alors, celui-ci, en effet, il devait être lancé en 2023 suite au nouveau règlement d'intervention. D'ailleurs, le règlement d'intervention a toujours une petite ligne qui existe, mais je ne vous cache pas qu'il n'y a pas le budget pour l'instant en face. Donc, 2024, il ne sera pas lancé encore. Par contre, les collègues sont en train de retravailler dessus. Je ne sais pas si en fin 2024, pour 2025, il y aura une proposition, mais en tout cas, oui, il y a un sujet sur ce sujet-là, sur ce point-là. On sait que c'est un point important. On sait que c'est une demande forte, une demande importante qui existe. Par contre, sans aller plus loin, sans trop dévoiler, il y a un autre appel à projet qui s'appelle TINA, Tourisme innovant en Nouvelle-Aquitaine,
qui veut travailler, enfin de la région, toujours chez nous, mais qui en tout cas veut proposer un sujet autour de l'hébergement ponctuel lié à l'itinérance. Donc je ne sais pas si c'est dans ce cadre-là que ces hébergements pourraient être accompagnés, mais ce serait dans le cadre d'un appel à projet dédié innovation. Donc ce sera peut-être un point un peu spécifique. Mais voilà, on vous tiendra au courant. De toute façon, on essaie de faire un peu de communication quand on a des appels à projets qui sortent. Donc oui, mais celui-ci, en tout cas celui dont vous parlez, Madame Duché, n'est pas à l'ordre du jour pour 2024 en tout cas. On a terminé sur la partie hébergement. Est-ce qu'il y a d'autres questions plus globales ou est-ce qu'on change de sujet? Je n'en vois pas en tout cas. Alors on continue. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller peut-être sur des choses un peu plus larges. Donc ça peut concerner bien sûr les hébergements touristiques, mais ça peut concerner aussi l'ensemble des porteurs de projets touristiques sur d'autres typologies, sur de l'agritourisme, sur du site de visite, sur de l'activité de loisirs. Enfin bref, voilà, c'est d'autres sujets. C'est vraiment pas que pointer hébergement. Mais ça concerne aussi les hébergements. Tout d'abord sur la transition énergétique, on a deux accompagnements. Alors quand je dis on, c'est la région, mais c'est les collègues de la direction énergie-climat qui proposent ce dispositif-là. C'est un appel à projet qui s'appelle compétitivité énergétique. Et donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner l'ensemble des porteurs de projets, donc qu'ils soient touristiques, mais autres, industriels, économiques, enfin quels qu'ils soient, sur l'efficacité énergétique des entreprises et notamment sur la sortie des énergies fossiles. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, ça peut être cet appel à projet qui peut vous concerner. Si vous êtes, je prends des exemples, si vous êtes un hôtel et que vous avez un projet notamment de sortie de votre chauffe-eau au fioul et que vous souhaitez vous engager sur, j'en sais rien, un sujet biomasse ou je ne sais quoi, vous voyez la géothermie, le solaire thermique, etc. Enfin bref, voilà. Si vous avez un sujet un peu de ce type-là, mais que vous n'avez pas d'autres projets puisque vous avez déjà refait l'ensemble des chambres et que votre établissement n'a pas de travaux autres à prévoir que ce sujet-ci, ça ne peut pas entrer dans le dispositif qu'on disait tout à l'heure puisqu'on est bien sur un bouquet de travaux. Par contre, ce dispositif-là, cet appel à projet, peut-être pourrait répondre à votre besoin bien particulier sur le sujet énergétique. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir à la fois préparer en tout cas des audits énergétiques avant et après travaux, des études de faisabilité technico-économique, ça c'est un point important, même si on le retrouvera juste après cette ligne-là. Et puis surtout, vous accompagner sur des investissements, sur réduire, vous voyez, les sujets énergétiques et puis les émissions de CO2. Donc l'idée, c'est de pouvoir aller plus sur des énergies renouvelables, de changer les énergies fossiles. Vous voyez, il y a le sujet du bois, il y a le sujet de la géothermie, du solaire. Et donc aussi de pouvoir récupérer sur des établissements peut-être un peu particuliers, je pense aux hôtels Thalasso, aux hôtels liés au thermalisme, par exemple. Parfois, on peut avoir de la récupération de chaleur. C'est un exemple qui a eu lieu là sur l'hôtel Atalante, sur Île de Ré, où il y a la récupération de chaleur de la partie Thalasso pour pouvoir réinjecter dans le système de chauffage. Voilà, ça peut être des sujets comme ça qui sont accompagnés. Donc c'est un peu particulier sur ce sujet de récupération, mais sur les autres, c'est tout à fait possible. Et puis un point qui par contre peut vous concerner tous ou presque, c'est les équipements de gestion et de suivi de vos installations énergétiques, tout ce qui est régulation, tout ce qui est pilotage, tout ce qui est suivi des énergies. Ça, c'est un point intéressant, à mon avis, pour l'ensemble des établissements. Donc deux typologies d'accompagnement. Sur la partie études et conseils et donc les audits, on est sur des subventions jusqu'à 80% maximum. Et puis sur la partie investissement, ce sont des subventions jusqu'à 65% maximum. Par contre, j'ai oublié de vous dire, je l'avais noté pourtant, oui, celui-ci, il est jusqu'au 31 décembre 2024. C'est un appel à projet, mais je n'ai pas noté la date puisqu'il va jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc il va encore un petit peu loin, vous avez le temps d'y réfléchir. Je vous mets le lien dans la conversation aussi. Donc ça, c'est le premier. Le second, en fait, c'est un extrait du premier, mais qui est sous une autre forme. Je vais vous le donner tout de suite. Et donc le second, c'est la réalisation des audits énergétiques. Donc si vous êtes vraiment sur un sujet très très précis qui est où est-ce que j'en suis sur mes flux, quels sont mes flux entrants, mes flux sortants, où est-ce que j'ai des déperditions, quelles sont les quantités d'énergie que j'utilise pour la partie cuisine, pour la partie chambre, pour la partie voilà, espace commun, etc. Si vous voulez avoir un peu ces sujets-là, il est tout à fait possible d'être accompagné toujours par nos collègues de la direction énergie-climat sur les audits énergétiques de manière à connaître, à mieux comprendre comment fonctionne votre établissement, notamment quand il y a des travaux qui vont être engagés ensuite sur, je vous disais tout à l'heure, sur le changement d'énergie fossile ou pas. On peut faire un audit énergétique avant travaux.
les travaux s'assurent et puis l'année suivante, on peut refaire un second audit énergétique pour comprendre un peu pour voir le gain qui a été fait à la fois en termes de CO2 évité et puis en termes d'économie d'énergie et d'économie financière aussi sur les deux. Donc ça, c'est un autre sujet, mais vous voyez, il ressemble fortement au premier, c'est juste que c'est un second. Je vous ai mis aussi dans la conversation. Et donc là, la subvention peut aller jusqu'à 70% du coût de la réalisation de l'audit maximum. Et donc, les entreprises uniquement, on n'est pas sur de la collectivité ici. Aurélie, petite Oui. question, est-ce que ce dispositif est cumulable avec les aides qui ont été vues, celui-là ou celui d'avant, avec les aides qui ont été vues précédemment? Alors sur celui-ci, enfin j'allais dire l'audit énergétique, oui, puisque c'est pas des choses qu'on fait côté tourisme, donc l'audit énergétique, oui, entièrement. Sur celui-ci, l'appel à projet compétitivité, si il y a déjà un accompagnement sur l'investissement qui est lié, je reviens sur ma fameuse chauffe-eau fuel ou chaudière fuel, s'il y a changement de la chaudière via cet appel à projet-là, ce ne sera pas une dépense qu'on prendra du côté tourisme. On ne va pas double financer la même dépense. Voilà, il y aura bien une dépense qui sera prise sur cet appel à projet-là, et puis le reste des travaux, le mobilier, les peintures et les sols et les salles de bain, par exemple, sur le sujet de tourisme. Donc on peut tout à fait cumuler, mais pas sur la même dépense, bien sûr. Donc pour un projet global d'établissement, on peut avoir 2 aides de la région, mais pas sur les mêmes dépenses. Donc oui, c'est possible, mais à cette condition-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie énergie avant qu'on passe sur d'autres sujets? Je n'en vois pas en tout cas. Alors on continue sur les sujets. J'espère que je ne vous assomme pas parce que j'empile un peu les dispositifs, mais c'était une manière d'avoir un éventail assez large d'informations. Donc là, 3 dispositifs sur les sujets eau, déchets et biodiversité qui peuvent vous accompagner. Ils sont peut-être moins au cœur de vos préoccupations directes, mais par contre, ça peut être intéressant sur certains sujets, sur certains points, en fonction de vos envies et des besoins que vous avez recensés. Le premier, c'est sur le sujet de l'eau. C'est un appel à projet qui s'appelle ECO, qui est mené par nos collègues de la direction environnement à la région. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir travailler à la fois sur le sujet de la quantité d'eau, mais aussi sur le sujet de la qualité d'eau, cet appel à projet. Donc ça peut être l'un ou les deux réponses. Enfin, si vous avez une interrogation ou un sujet d'investissement sur l'un ou les deux, c'est tout à fait possible. Donc l'enjeu quantitatif, c'est bien de réduire la quantité d'eau utilisée sur la ressource en eau potable, notamment. Comment est-ce qu'on fait pour la substituer par une eau dite non conventionnelle, de l'eau de pluie, de l'eau grise, etc., pour de l'arrosage de jardin, pour du lavage de matériel extérieur, pour, j'en sais rien, pour des sanitaires. Enfin, voilà, comment est-ce qu'on fait pour récupérer des eaux non conventionnelles dans le système d'eau classique? Ça, c'est le premier enjeu. Et puis le second enjeu, c'est la réduction de la pression polluante. Alors, c'est peut-être moins votre sujet. Il y a peut-être moins ce sujet-là, peut-être plus sur les sites de visite activités de loisirs, sur les sites aquatiques, notamment, enfin les établissements aquatiques qui ont un sujet sur le circuit fermé des eaux. Donc, c'est peut-être moins sur le sujet des hébergements. Et donc les usages qui sont envisagés là sur ce sujet d'eau, c'est tout ce qui est arrosage espace vert, vous voyez, les soutiens d'étiage, donc c'est peut-être un peu moins votre sujet, mais les eaux humides, la zone de biodiversité, peut-être en fonction des établissements qui seraient situés dans une zone très particulière, ça peut être aussi de ce travail-là sur comment est-ce qu'on renvoie de l'eau dans une zone humide qu'on aurait dans une zone de biodiversité, comment est-ce qu'on peut alimenter ce territoire-là, enfin cet espace-là de votre établissement avec de l'eau en qualité suffisante, tout ce qui est nettoyage extérieur, je disais tout à l'heure, et puis les luttes contre les incendies, notamment les réserves, les différentes réserves qu'on peut avoir sur la partie lutte contre les incendies. Donc ça, c'est un peu les sujets qui sont accompagnés. Pour les cibles, on est sur la cible entreprise, vous voyez, associations, collectivités, établissements publics et aussi les universités, parce qu'il y a un sujet sur la recherche également, la recherche sur les eaux, le changement des eaux conventionnelles par des non conventionnelles. Les entreprises, c'est peut-être moins le cœur de cible. C'est possible, vous êtes tout à fait éligibles, enfin, elles sont tout à fait éligibles, mais c'est moins le cœur de cible. C'est vrai qu'on a plutôt des collectivités qui répondent à cet appel à projet. Bon, après, sur les typologies, il y avait toute une liste, mais j'ai plutôt gardé celles qui pouvaient concerner les hébergements. Donc, c'est pas du tout restrictif. Il y a plein d'autres listes de dépenses qui sont éligibles. En tout cas, j'ai gardé celles qui peuvent vous intéresser. Tout ce qui est système de pompage, tout ce qui est stockage de l'eau, donc de l'eau non potable, de l'eau non conventionnelle, en tout cas qui peut être utilisée. Les traitements complémentaires qui permettraient justement de réutiliser ces eaux
pour de l'arrosage. Comment je récupère mes eaux de lavage de légumes dans mon restaurant pour faire de l'arrosage dans le jardin, comment je gère ça, enfin voilà, comme des choses de ce type-là. Et puis tous les sujets d'analyse des mesures de l'eau hors du cadre réglementaire, c'est-à-dire hors notamment l'analyse des eaux de piscine, par exemple, où on a un cadre réglementaire important, mais comment je fais pour gérer l'eau si j'ai un ruisseau, une rivière qui passe pas loin de mon établissement et je prévois de faire du rejet dans cette rivière de l'eau que j'utilise au quotidien, comment je fais pour l'analyser avant de faire ce renvoi-là, par exemple. Les subventions ici, alors donc là, nos collègues ont indiqué que c'était selon les régimes d'aide européens. Donc pour ceux qui connaissent, on s'appuie sur les régimes d'aide PME, de minimis, AFR, etc., etc. Et en fait, c'est en fonction du régime qui est choisi que le taux d'aide sera appliqué. Donc c'est un peu particulier. Et par contre, là, si c'est un sujet qui vous intéresse et vous avez quelque chose qui vous parle, en tout cas, c'est tout à fait possible de déposer les dossiers. Mais vous voyez, c'est jusqu'au 30 avril, donc c'est très très bientôt sur le sujet eau. Voilà. J'ai gardé que celui-ci. Il y avait d'autres dispositifs régionaux sur l'eau, mais on est plutôt sur des accompagnements aux collectivités, sur la qualité des eaux, notamment des eaux libres, hein, les eaux d'étangs, les eaux de rivières, etc. Donc peut-être certains d'entre vous ont ce sujet-là, peut-être que vous avez des plans d'eau, etc. sur vos établissements, mais voilà, je trouvais que c'était très très particulier. Donc sachez qu'il y a d'autres aides possibles sur d'autres typologies d'eau. Mais ça, c'est vraiment l'eau du quotidien. Donc, ça me semble important de vous présenter ça. On a ensuite un sujet sur les déchets. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions sur l'eau avant qu'on passe à un sujet tout autre. Non, pas pour l'instant. Donc, sur le sujet des déchets, ici, il s'agit d'un dispositif qui permet justement le recyclage, les réemploi des déchets du quotidien, sur les entreprises. Donc là aussi, hein, ce n'est pas un dispositif qui est réservé au tourisme, il est bien ouvert à toute typologie d'entreprise. Vous voyez, pour les entreprises, les associations, les collectivités, établissements publics. Ça peut être une usine agroalimentaire comme un établissement hôtelier, hein, donc c'est vraiment très très large en termes d'accompagnement. Et le sujet ici, c'est de voir comment il est possible, par des investissements divers, de pouvoir recycler, trier et mieux collecter les déchets qu'on a. Alors, on pense peut-être tous aux biodéchets dans une cuisine de restaurant, par exemple, mais on peut penser aussi, qu'est-ce que je fais de mes 82 matelas quand j'ai changé les matelas de toutes les chambres de mon hôtel. Voilà. Par exemple, qu'est-ce que je fais de tout le mobilier quand je décide de changer mon mobilier? Quelle est la filière de tri, de recyclage, de réemploi? Est-ce que j'envoie tout à la déchetterie? Est-ce que je trouve des sites des recycleries ou des ressourceries qui peuvent récupérer ces éléments-là pour les réutiliser, pour faire de l'upcycling, etc. Comment je peux utiliser ça? Donc, il y a ces sujets d'investissement qui existent. Les logiciels, parfois, alors c'est un peu plus spécifique sur les logiciels, c'est peut-être moins le cas pour les établissements hébergement, en tout cas. Mais bon, voilà, sur le sujet des déchets, ça peut être le suivi sur le gaspillage alimentaire, par exemple, dans un restaurant. Qu'est-ce que je fais entrer en cuisine et qu'est-ce qui ressort en cuisine en termes de déchets directs, en termes de déchets en gaspillage alimentaire, par exemple. Ça peut être ces outils-là qui peuvent être utilisés, enfin, qui peuvent être financés. Et vous voyez par contre, sur le recyclage réemploi par le bénéficiaire de ses propres déchets, donc je reviens sur mes matelas, j'ai toujours mes 80 matelas à recycler. Qu'est-ce que j'en fais par moi-même? Quels sont les investissements que je pourrais faire pour les récupérer pour moi-même? Donc ça, c'est pas possible. Donc l'idée, c'est bien de les mettre dans un cycle plus global de recyclage, de réemploi par ailleurs. Et donc là, c'est sous forme de subvention, là aussi, et c'est jusqu'à 60% maximum. J'ai pas beaucoup, il y a peu de détails sur cette fiche-là. Donc, par contre, à chaque fois, vous irez, hein, comme je disais tout à l'heure, chaque fois vous irez sur ces liens-là, vous avez à chaque fois le détail du dispositif, un formulaire de pré-demande ou un formulaire de demande d'aide, et à chaque fois un contact. Il y a toujours soit un numéro de téléphone, soit une adresse mail, soit les deux, et avec un nom ou pas un nom, mais en tout cas, vous avez toujours un contact. Donc, n'hésitez pas s'il y a des interrogations sur l'ensemble des dispositifs que je vous présente ce matin. Chaque fois, le lien vous envoie vers ce contact-là. Donc ça, c'était sur la partie déchets. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai pas regardé. Non, d'accord. Et puis le dernier sujet est plutôt sur le sujet biodiversité. C'est un autre appel à projet qui est mené par la direction environnement toujours, qui s'appelle Nature et Transition, qui est ouvert jusqu'au 1er décembre 2024 pour le dernier dépôt des dossiers, ce qu'il existait déjà en 2023. Il a d'ailleurs plutôt un beau succès. Donc un accompagnement sur la transition écologique des activités humaines, vous voyez, pour réduire l'impact. Donc là, on peut penser à l'accueil de vos clientèles dans les hébergements, et puis restaurer le fonctionnement des écosystèmes. Donc c'est peut-être moins le sujet, sauf si vous avez vraiment des espaces extérieurs importants ou où vous êtes situé dans un espace très précis, un PNR, un parc national ou une zone, je ne sais pas quoi, une zone une ZNIEF ou une zone Natura 2000. Enfin, voilà. Si vous êtes dans un espace très spécifique, peut-être que ça vous concerne, en tout cas cette deuxième ligne, sinon c'est peut-être la première qui vous concerne le plus. Ce dispositif est ouvert toujours aux entreprises, assos, collectivités. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir accompagner les stratégies, les plans d'action autour de la biodiversité. Donc
Donc d'abord, on analyse l'existant, quelle est la biodiversité dont dispose mon espace, enfin mon espace extérieur, quels sont les risques qui sont liés, enfin quels risques j'apporte avec mon activité, si en effet je suis sur une zone LPO et que je crée une terrasse de restaurant juste en face à un lieu de nidification, c'est peut-être pas la bonne idée. Donc voilà, comment je fais pour vérifier ça? Est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que je peux pas mettre ma terrasse ailleurs? Voilà, c'est peut-être un peu des choses comme ça. Et après les aménagements, tout ce qui est aménagement favorable. Donc vous voyez, il y a le sujet des plantations, les espaces naturels, ça peut être de la renaturation, ça peut être le sujet des mares aussi, de remettre des mares quand il y avait des mares précédemment, etc., etc. Voilà, ça peut être des sujets comme ça. Et puis il y a par contre un point qui peut être intéressant pour vous et surtout pour vos clientèles ou les clientèles de vos porteurs de projets, c'est tout ce qui est sensibilisation, communication auprès des clientèles. C'est un point important sur ce sujet-là. La formation des salariés, ça peut être aussi un sujet. Et puis le travail, le re-questionnement du travail avec les fournisseurs et les clients, enfin le sujet client et fournisseur en fait est intéressant. Comment j'implique les partenaires locaux, comment j'implique les producteurs locaux dans ma chaîne d'achat. Voilà, ça peut être des sujets comme ça qui peuvent être accompagnés. Le plancher de dépenses, vous voyez qu'il était à 10 000 €, et puis le taux de subvention, c'est en fonction des dépenses éligibles. Et donc, je n'ai pas trouvé beaucoup de détails parce qu'il y a plusieurs fiches. Vous allez voir, voilà, vous le verrez si vous allez sur le dispositif. En fonction des typologies, il y a plusieurs accompagnements possibles. Voilà, donc ça, c'est vraiment en fonction du projet que vous avez. Est-ce qu'on est vraiment est-ce qu'on fait une analyse des risques? Est-ce que c'est de l'aménagement de l'investissement? Est-ce que c'est de la sensibilisation plutôt des coûts de fonctionnement? Donc, c'est un petit peu différent en fonction de chacun. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces trois-là. Alors, ils sont moins au cœur du sujet hébergement, mais par contre, ça peut en effet intéresser certains d'entre vous dans la politique plus globale d'approche environnementale, d'approche RSE que vous pouvez avoir. Et puis aussi, selon le lieu où vous êtes situé, ça peut être intéressant pour vous également. Je vois qu'il y a un point rouge. Non, il n'y a pas de question. Je ne vois pas de questions, non, pour l'instant, sauf s'il y en a à venir. Voilà. Juste une remarque, effectivement, c'est assez intéressant quand on est écolabel. Exactement, exactement. Je pense que celui-ci peut être vraiment intéressant pour l'écolabel, notamment sur la partie sensibilisation, enfin connaissance de l'espace sur lequel vous êtes installé, et puis après la partie sensibilisation, formation de vos salariés aussi, et puis les aménagements quand il y en a encore besoin sur les extérieurs. Oui, là, les trois lignes, à mon avis, sont intéressants pour ceux qui sont écolabels européens, et puis le site de visite, la même chose pour l'ENF Environnement. Oui. Je vous parle d'un dernier sujet, celui de la transformation numérique, donc qui est moins sur la partie investissement-hébergement, mais qui concerne aussi fortement les hébergements, notamment quand il y a besoin de mettre du lien et du liant sur une approche numérique sur les process. Souvent, c'est comment on re-questionne nos process en termes de process internes, de gestion RH, de gestion des bases de données, de gestion clientèle, de gestion des prix, de gestion des ressources, de gestion des achats, enfin des inventaires, etc., etc. Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir une approche un peu plus globale. Et donc là, la région accompagne la transformation numérique sous deux formes. Il y a d'abord ce sujet qui est un AMI, donc un appel à manifestation d'intérêt, donc un cousin de l'appel à projet, si on peut dire, qui s'appelle l'évaluation de la maturité numérique des PME régionales. Et donc là, c'est un dispositif qui a été relancé juste là au mois de janvier, février, enfin là il y a 15 jours, je dirais il y a 15 jours, qui était déjà actif en 2023. Oui, 2022 et 2023, et qui accompagnait 100 PME. En fait, l'objectif, c'est d'arriver jusqu'à 100 PME. Donc, a priori, c'est pour ça que je vais tout de suite sur la fin. Cet appel à manifestation d'intérêt est ouvert d'ores et déjà sur 2024 et jusqu'à 2025 dans la limite des 100 PME. Dès lors qu'il y aura eu 100 dossiers d'accompagner à l'échelle de la région, ça s'arrêtera, le dispositif s'arrêtera, puisque c'est un marché régional. Donc, ce marché, en fait, accompagne l'ensemble des entreprises des PME, donc de plus de 10 salariés, qui auraient un projet d'analyse de son niveau de maturité digitale sur l'entreprise, donc en fonction de tous les sujets que j'ai pu citer tout à l'heure, sur la partie achat, RH, etc., prix, vente, etc. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un accompagnement par un cabinet extérieur. Donc c'est un marché, la région a signé un marché avec un prestataire extérieur qui réalise, selon une typologie bien précise, un accompagnement un peu en temps collectif, puis surtout en temps individuel, de chacune des 100 entreprises qui va être accompagnée, donc pas forcément que du tourisme, on peut avoir toutes les typologies d'aide sur de la petite industrie, ça peut être du commerce, ça peut être d'autres typologies, des entreprises de fabrication en PME dès lors que c'est du 10 salariés, donc c'est assez large en termes de variation. Le tourisme était assez bien représenté sur le 2022-2023, on a eu des hôtels, on a eu des offices de tourisme, on a eu des campings, on a
eu des sites de visite, voilà, on a eu des structures un peu diverses et variées, voilà, qui ont répondu à cette AMI en 2022-2023. Et donc l'idée ici sur ces 5 temps, c'est de pouvoir faire d'abord un point d'étape sur l'entreprise, où est-ce que j'en suis dans mes modèles, où est-ce que j'en suis dans mes process, et comment je fais évoluer ces sujets-là. Et donc vous voyez, avec des temps particuliers, notamment sur le numérique responsable, sur la cybersécurité, avec des temps individuels ou des temps collectifs. Et puis après, il y a un point important, c'est dès lors qu'on rentre dans ce dispositif-là, qui est pris en charge à 100% par la région, donc il n'y a pas du tout de reste à charge pour l'entreprise qui rentrerait dans ce dispositif. Dès lors qu'elle souhaite y aller et qu'elle est retenue, voilà, c'est 100% région. Par contre, on a besoin d'une implication forte du chef d'entreprise et ou des autres salariés qui sont impliqués dans ce dossier-là, puisque vous voyez qu'il y a un diagnostic sur place, sur le site, dans l'entreprise pendant 2 jours. Donc le cabinet qu'on a retenu viendra pendant 2 jours dans l'entreprise faire ce diagnostic. Et ensuite, il y a un accompagnement, il y a la mise en place d'un plan d'action et ensuite du coaching pendant 3 à 6 mois après ce diagnostic, donc avec des rendez-vous réguliers avec le cabinet. Donc c'est une application assez forte. Ça peut parfois un peu remuer l'entreprise sur ses process, sur ses façons de faire, sur ses façons de collaborer, etc. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir monter un plan d'action à la fois sur la partie numérique, mais aussi sur l'organisation plus globale de l'entreprise. Il existe aussi, et donc on va venir derrière, c'est un peu le complément. Donc je vous parle de celui-ci en premier, mais il n'est pas obligatoire pour accéder au second, dont je vous parle après, qui est un autre dispositif qui est celui de la transformation numérique à proprement parler. Alors je vous les mets tout de suite dans la conversation. On peut passer par l'un pour aller vers l'autre, mais on peut aller directement sur la partie transformation numérique si on le souhaite. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir accompagner les projets d'investissement ou de transformation dans les entreprises touristiques, celui-ci, parce qu'il est vraiment dédié au tourisme, ce dispositif-là, alors que l'autre était plus large. Et donc de pouvoir accompagner sur les sujets du numérique, mais aussi sur la cybersécurité et sur du numérique responsable. Là aussi, on est sur des maîtres d'ouvrage publics et privés à partir de 10 ETP, avec donc un diagnostic, vous voyez, un diagnostic cybersécurité qui est obligatoire, mais qui est pris en charge à 100% pour sa part. Et ensuite, en amont de ce fameux plan d'action. Et donc là, après, on va accompagner le plan d'action. Donc, vous voyez, les prestations externes, on est souvent sur de l'AMO, sur de la formation du conseil, sur comment je développe mon projet numérique. Il peut y avoir des investissements matériels, il peut y avoir des licences de logiciels, et ça, ce sont des dépenses éligibles. La subvention va jusqu'à 50% de la dépense sur un plafond de 100 000 €, donc une subvention maximale de 50 000 €. Et puis un minimum de dépenses de 30 000 €, hors taxe toujours. Les inéligibles, un point important, café, restaurant et office de tourisme qui ne sont pas éligibles, puisque les offices de tourisme sont éligibles sur un autre dispositif de la région. Donc voilà, on a une solution pour cela, pour ceux qui sont notamment dans un après projet de structuration touristique. Je ne sais pas si c'est très clair sur celui de transformation numérique. C'est quand même assez particulier, c'est un point un peu plus précis. Alors, je peux répondre à des questions s'il y a besoin. Alors, hop, je vois qu'il y a des questions. Alors, il y a une question, on va garder là. Il y avait une question de David qui est plus globale que je garde après. Là, une question d'Isabelle qui est vraiment en lien, je pense, avec ce point-là. Oui. Par rapport à comment est calculé le nombre 10 salariés permanents ou saisonniers, comment ça fonctionne? Alors, c'est 10 ETP. Donc, les saisonniers, les CDD sont inclus dès lors sur le prorata de leur temps de travail à l'année, pour voir si ça fait des ETP. Et puis, les alternants sont pris en charge aussi à hauteur de 50%. Enfin, voilà, un alternant correspond à un demi-ETP. Voilà. Et puis, les saisonniers, c'est la même chose. Si vous avez 4 saisonniers pendant 3 mois, ça fait un ETP. Voilà. C'est au regard du temps de travail. Oui, bien sûr. Et puis juste au-dessus, alors je ne sais pas sur la transformation numérique. Effectivement. Alors, sur la transformation numérique, sauf si c'est d'autres questions. Je n'en vois pas d'autres. Il y avait une question plus globale de David par rapport aux aides pour la création des aires de camping-car. Je te laisse, David, préciser s'il y avait quelque chose en particulier ou c'est assez générique. Je pense que j'ai compris la question de David. Les aires de camping-car n'ont pas de dispositif propre. Donc, si un porteur de projet public ou privé souhaite créer une aire de camping-car ex nihilo, ce ne sera pas une dépense éligible, ce ne sera pas une typologie d'aide, enfin de projet éligible à nos aides. Par contre, si cet espace d'accueil, si c'est une aire de camping-car qui est intégrée dans un camping, et donc avec un espace de vidange, de parking, etc., dédié dans un camping,
camping, ça peut être une dépense éligible au titre des campings qu'on a vus tout à l'heure. Alors ça, je n'ai pas tout précisé, hein, mais voilà, au titre de cette mesure-là. On peut avoir un bloc, enfin une aire de camping-car. Alors je sais que j'avais dû le noter ici pour le littoral, mais c'est valable aussi pour les autres. Si l'aire de camping-car est dans un camping qui est classé 3 étoiles minimum et qui correspond à ce qu'on vient de se dire ici, oui, c'est possible, on peut avoir un espace. Par contre, si c'est une aire de camping-car tout seul dans un espace, non. Non, parce que là clairement, c'est plutôt un enjeu budgétaire. On serait submergé par les demandes dans pas mal de territoires et donc on ne pourrait pas suivre. Oui, donc on ne peut pas les financer. Faut-il monter plusieurs dossiers si le projet répond à plusieurs différentes aides présentées? Ça dépend quels sont les dossiers auxquels vous pensez. Si on est sur la transformation, normalement c'est un dossier par dispositif, mais ça dépend ce qu'il y a derrière. Si c'est de la transformation numérique, ça dépend ce qu'il y a par exemple dans la transformation numérique, les projets et puis du montant. La transformation numérique peut être intégrée dans les projets d'investissement d'un camping ou d'un hôtel par exemple. Dans le projet global, on peut intégrer les dépenses de transformation numérique et faire un seul dossier. Par contre, si on plafonne à chaque fois, l'idée c'est de faire 2 dossiers pour avoir 2 aides différentes. Donc ça va dépendre du projet auquel vous pensez et de ce qu'il y a derrière. Si vous voulez mettre le micro et puis nous préciser la question, je pourrais vous répondre plus facilement. Ça a l'air de convenir. J'avais une main levée, Alain, je ne sais pas si je la vois plus, je ne sais pas si tu as répondu également à vos questions. Vous avez répondu à la question, merci. Très bien. D'accord. Hop, alors moi j'avais pas d'autres dispositifs. J'ai essayé de faire une palette large, mais je ne voulais pas vous assommer non plus. N'hésitez pas en tout cas à aller vers les liens. Là, je vous ai mis pas mal de liens dans la conversation. Allez voir pour voir les détails de chacun des dispositifs qui pourraient vous intéresser, pour aussi avoir le contact d'une personne, pour avoir des éléments supplémentaires. Vous avez à chaque fois les dossiers de pré-demande ou de demande de subvention en fonction des dispositifs. Parfois, il y a une petite fiche ou parfois c'est un dossier complet. Voilà, en fonction, vous avez à chaque fois ça sur les liens. Pour les contacts, vous les avez dans les fiches, c'est le plus simple. Voilà, je peux faire aussi le réceptacle si besoin, mais voilà, sinon vous les avez à chaque fois dans chacune des fiches. Nous avons une remarque également d'Isabelle par rapport à l'évolution du règlement d'intervention pour l'ouverture au hameau de gîte ou hébergement insolite. S'il y a des choses qui sont prévues en ce sens. Et oui, j'ai bien eu votre courrier. Il est arrivé la semaine dernière sur mon bureau. Donc j'ai bien vu votre courrier dans ce sens-là. Pour 2024, non. Non, clairement non. Pour être très honnête avec vous, il y a ce règlement d'intervention que je vous présente là est représenté, alors pas que celui-ci, mais l'ensemble des dispositifs économiques de la région sont présentés de nouveau aux élus avec des modifications à la marge pour certains, un peu plus pour d'autres, à la séance plénière du mois de mars, du 11 mars de mémoire. Côté tourisme, on a fait modifier quelques petites coquilles qui avaient, enfin bref, voilà, quelques petites coquilles, mais on n'a absolument pas intégré ce sujet-là. Donc non, 2024, notre budget ne permettra pas d'ouvrir les hébergements insolites. Ça, c'est pas possible. Les hameaux de gîtes, on se pose des questions. Enfin, en tout cas, on est en train de creuser pour comprendre un peu ce qu'il y a derrière ces hameaux de gîtes et comment ça fonctionne. Est-ce qu'on est sur de la gestion individuelle ou de la gestion collective sous forme d'établissement, par exemple, issu du tourisme social solidaire ou pas. Voilà, donc on est en train de creuser le sujet. Je ne vous promets pas qu'il se passera quelque chose. En tout cas, on gratte du côté des hameaux de gîtes. Hébergement insolite, non. Mais par contre, les hébergements, je vous coupe juste avant, mais les hébergements insolites, je ne sais pas ce que vous avez en tête. On a quelques projets sous forme d'éco-lodge, par exemple. Vous avez certainement tous entendu parler de ça, d'éco-lodge, qui ont été accompagnés par la région, puisque ce sont des établissements qui se sont fait classer en camping ou en hôtel, selon les typologies. Donc voilà, si c'est l'un ou l'autre, c'est possible, dès lors qu'on est sur un classement hôtelier ou un classement camping. Oui, je suis un peu surprise, parce que généralement, c'est plutôt classé sur du PRL. Oui, on en a, mais on en a d'autres qui sont classés en hôtel ou en camping. On a les deux. Pour les hameaux de gîte, juste, moi, si vous souhaitez creuser le sujet, je suis à votre disposition, parce que oui, j'ai bien compris. Oui. C'est une problématique forte en Creuse, et je dirais pas que en Creuse, je pense qu'elle est aussi sur l'ex-Limousin, parce que c'est issu des politiques publiques des années 80-90 avec la Sommival. Oui, et pas qu'en Limousin, on en a aussi beaucoup en Charente, on en a beaucoup en Deux-Sèvres, donc oui, c'est pas uniquement en Limousin, enfin en ex-Limousin.
Ouais, je connais moins, je connais plus, voilà, l'Aix-Limousin, je connais plus l'Aix-Limousin, mais du coup, effectivement, on a une problématique importante avec beaucoup de collectivités propriétaires des équipements vieillissants, et au jour d'aujourd'hui, on est un peu coincé, à part le fonds tourisme durable qui peut aider, voilà, voilà, si ça pouvait bouger de ce côté-là. Voilà, nous, on est ouvert à la discussion pour voilà, faire remonter les problématiques identifiées pour vous aider éventuellement à rédiger la fiche. Oui, j'ai bien entendu. En tout cas, oui, c'est ce que j'ai noté quand j'ai vu votre courrier la semaine dernière en me disant que ça serait bien qu'on prenne contact pour comprendre ce qu'il y a derrière. Voilà, ok, merci. Est-ce que nous avons d'autres questions sur le sujet? Je vous laisse. Donc, il y a une question. Je vous rappelle exactement que le replay sera disponible prochainement sur le site pro du CRT, dans la session dédiée au rendez-vous du CRT. Avant de clôturer, d'autres questions ou c'est bon pour tout le monde? En tout cas, merci beaucoup Aurélie. Je pense que c'était très bonne présentation. Donc c'est dense, que tu le disais. Donc effectivement, le replay pourra aider. On mettra également les liens vers les documents. N'hésitez pas à relayer aussi en interne dans vos équipes par rapport aux personnes qui sont directement concernées. Vous rappelez les prochains rendez-vous. Donc nous avons le 16 février une présentation sur le marché allemand. Et puis je saute une ligne le 14 mars également dans cette logique de présentation de marché de promotion internationale sur les pays scandinaves. Et puis qui pourra également vous aider, c'est le pendant de ce qu'on vient de voir, mais pour les sites et activités. Donc avec Aurélie également, donc le 8 mars, donc on fera un focus spécifique sur les sites et activités et toutes les aides disponibles. Je vous mets le lien vers la page que vous pourrez consulter ces prochains jours. Donc, avec les différents rendez-vous du CRT, je vous le mets dans la zone commentaires et vous verrez donc sur cette page l'accès au replay de cette présentation. Comme ça, vous aurez à loisir de reprendre un peu tous les éléments pour vos projets à venir. Si c'est bon pour tout le monde, je vous propose que nous clôturons ici. Merci à tous, en tout cas. Merci à tous, bonne journée. Merci encore Aurélie et à bientôt. Au revoir. Au revoir.